Nous sommes tout début janvier 2026 et pour discuter des enjeux à venir, eh bien, je suis très content de recevoir Gaétan Lenièvre, qui est notre analyste politique préféré. Donc, bienvenue parmi nous, Gaétan. Merci, ça fait plaisir de recommencer l'année avec vous. Et puis là, sincèrement, généralement, quand je me prépare pour une entrevue avec toi, c'est comme je monte une liste de sujets. Il y avait plein de choses. Il y avait le développement commercial de la pêche, l'éolien, nanana, il y a un paquet de trucs. Et puis tout à coup arrive là, mais comme une boule de quilles au milieu de tous les sujets que j'avais, François Legault qui démissionne. Paf! On s'entend dessus? Hier, ça c'est au moment où on enregistre, donc. Oui. Et puis là, on s'entend là, que ça fait toute une différence. Est-ce qu'on s'y attendait à cette démission? Moi, je pense que c'était prévisible. La plupart des analystes, là, avant les fêtes, disaient que pour le moment que M. Legault allait réfléchir très sérieusement à son avenir politique. La fameuse marche dans la neige. Ben oui, la fameuse phrase qu'on a entendue beaucoup. Donc, je pense que c'était prévisible. Puis surtout que le sondage qui est sorti encore tout récemment, où là, écoute, la coalition Avenir Québec est en avant-dernière position, ex-aequo avec Québec solidaire, même, on peut dire, en dernière position, parce qu'ils se partagent, les deux formations se partagent la dernière position. Je pense que c'est du sérieux. Puis si on veut avoir des chances de sauver quelques circonscriptions, je crois que ça prend, malheureusement pour M. Legault, un nouveau chef là, ou une nouvelle chef. Fait que là, il a fait face à la réalité, parce qu'on va se le dire, là, je regardais là, les plus récents sondages là, par rapport à c'est Palace Data qui a sorti ça. C'était le 10 janvier dernier. Là, pour l'instant, on donne 34% pour le PQ, 24% pour les libéraux, malgré pas de chef, une montagne russe avec Pablo. C'était à peu près n'importe quoi, cette histoire-là. Le Parti conservateur du Québec d'Éric Duhaime est à 16% d'intention de vote et la CAQ et QS ferment la marche avec 11%. Là, on se rend bien compte qu'il y a un problème pour la CAQ. Et justement, là, on va se lancer dans une course au leadership. Les instances du parti disent qu'on devrait avoir un nouveau chef à la CAQ d'ici la mi-avril. Donc, ça va rouler sur les chapeaux de roue. Pendant ce temps-là, également, on va avoir une course au leadership, dis-je, du côté des libéraux. Quand on regarde le portrait à ce stade-ci, puis on s'entend, l'expression n'est peut-être pas juste, mais le cadavre est encore chaud, là. De la démission de M. Legault. Et quand je regarde la liste des gens potentiels, donc on parle de Christine Fréchette, Bernard Drinville, Yann Lafrenière, Simon-Jolin Barrette, Geneviève Guilbeault, Sonia Lebel, Jean-François Roberge, Christopher Skeet, François Bonnardel, Éric Girard. C'est comme les 3/4 du Conseil des ministres. Est-ce que c'est réaliste? À mon avis, il y a beaucoup de candidatures là-dedans qui ne sont pas réalistes, là. Les journalistes vont mettre sur la liste des candidats et candidates potentielles ceux qui ne disent pas un non catégorique. Donc, je suis en réflexion, je ne suis pas rendu là. Ça, pour eux, c'est un candidat ou une candidate potentielle. Fait que j'ai vu cette liste-là également. Moi, je pense qu'il y a beaucoup trop de noms là-dessus. Ça va s'épurer sûrement. C'est ça, mais à ce moment-là, ça signifie quoi? Pour l'instant, là, la seule règle qu'on a au niveau des instances du parti de la CAQ, c'est qu'il faut être membre du parti. Comme toutes les formations politiques, d'ailleurs. Ça, c'est la base de la base. Quand tu regardes, justement, toi, t'as joué dans cet univers-là, quel genre de règles est-ce qu'il pourrait faire pour faire en sorte qu'il y ait comme un genre d'entonnoir? Parce que là, c'est absolument ridicule, la quantité de gens qui sont potentiels. Là. Potentiel est important. Moi, je pense que ça va diminuer. On ne peut pas exclure aussi la possibilité de candidature de l'extérieur du caucus de la CAQ. Il pourrait y avoir des gens mais qui c'est ça, on parle Olivier Primo. Ça sort de où, ça? Une bonne question. Je ne pourrais même pas te répondre. Donc, ça te donne une idée, ça vient d'où? C'est peut-être, en tout respect, c'est peut-être une candidature de grande qualité, mais honnêtement, je ne le connais pas. On risque d'avoir des candidatures peut-être de l'extérieur. Regarde ce qui s'est passé avec le Parti libéral, avec la venue de Mark Carney, qui finalement, dans l'espace de 2 mois, a passé de inconnu pratiquement de l'ensemble de la population à premier ministre du Canada. Donc, ce phénomène-là est également possible. Par contre, je pense que ce qui est particulier dans le cas présent, c'est que si jamais on avait quelqu'un de l'extérieur qui n'était pas député, bien, cette personne-là se fait élire chef de la CAQ et devient premier ministre sans avoir le droit de siéger au Salon Bleu.
Ça serait une situation très spéciale qu'on n'a probablement pas vécue souvent au Parlement québécois ou canadien. Mark Carney a vécu cette situation-là au tout début. Quelques mois à peine. Très peu de temps. Là. Juste assez pour laisser tomber les exigences par rapport à la taxe carbone, entre autres. Effectivement. Mais là, le temps de déclarer des élections, on est en octobre, ça ferait spécial quand même. Puis moi, je pense que la CAQ va vouloir avoir un chef ou une nouvelle chef le plus rapidement possible. Donc, c'est fort possible qu'on se limite à des candidats et des candidates qui sont déjà députés ou ministres au sein du parti. Il y a quand même, parmi les noms que tu as mentionnés, des candidatures, à mon avis, intéressantes, sérieuses. Donc, est-ce qu'on a besoin d'aller à l'extérieur? Les dirigeants de la CAQ en décideront. Mais je pense que si on veut faire rapide, puis avoir un nouveau chef, le temps de le faire connaître avant les prochaines élections. Puis il ne faut pas oublier qu'on va se partager les prochains mois, comme tu l'as mentionné, avec 2 courses à la chefferie. Donc, le temps d'antenne, les journalistes vont devoir partager le temps entre les libéraux et la CAQ. Donc, ça, c'est 50 de temps de moins pour une formation politique. Le grand perdant là-dedans, c'est peut-être M. Millard, qui, lui, on dit M. Millard parce qu'on pense que ça pourrait être lui qui serait... pressenti. Il est pressenti. Disons que le grand perdant, c'est peut-être le Parti libéral qui aura pu le focus total sur lui pendant les prochains mois parce qu'il risque d'avoir 2 courses, celle de la CAQ et celle du Parti libéral. Parce que jusqu'à un certain point, pour un parti politique, justement, une course, ça permet justement de mettre de l'avant des idées, un programme ou différentes idées autour d'un programme potentiel et autres, ce qui fait que c'est une grosse opération publicitaire jusqu'à un certain point. Absolument. Là, ça fout le camp, tout simplement. Grande publicité gratuite que les médias leur donnent sur le couvert de la course à la chefferie. Alors qu'avoir autant de couverture coûterait des centaines de milliers de dollars si on n'était pas en campagne électorale ou en course à la chefferie. Donc, oui, c'est un moment qui est privilégié pour faire connaître le ou la nouvelle chef. Puis là, finalement, on va devoir diviser ce moment-là entre 2 formations. Donc, ça avantage les autres formations politiques qui vont voir leur adversaire avoir moins de temps pour comme tu dis, pour faire part de leur vision politique, leur programme, puis aussi leur nouveau chef. Fait que ça, c'est ça pour ça. N'en demeure pas moins que pour la CAQ, c'est un parti qui est relativement jeune. On va se le dire, c'est le parti de M. Legault. Là, Exactement. c'est Papa s'en va. Papa Legault s'en va. Comment est-ce qu'on va gérer ça? Parce qu'on en a discuté en long, en large et en travers lors de plusieurs entrevues, toi et moi. Là, on s'entend que le concept même de coalition, c'est qu'on retrouvait à l'intérieur des fédéralistes, des souverainistes. Ça risque de tourner drôle, tout ça. Oui, peut-être, mais en même temps, on a quand même traversé plusieurs campagnes électorales dans le passé où ces mêmes députés, souverainistes dans certains cas, nationalistes dans d'autres cas et fédéralistes dans d'autres cas, faisaient partie du même caucus de la coalition. Tu sais, le mot coalition trouve toute sa raison d'être justement dans le fait qu'il y a des hommes et des femmes qui sont dans ce parti-là et qui ont des divergences d'opinion quant au statut du Québec. Maintenant, le fait qu'on ait pour une première fois une course à la chefferie, il ne serait pas surprenant qu'on retrouve, par exemple, un certain groupe de députés et de membres de la coalition qui vont appuyer tel ou tel candidat ou candidate parce qu'il est fédéraliste ou parce qu'elle est nationaliste. Il y a même des souverainistes, il ne faut pas se le cacher au niveau de la CAQ, c'est clair. Là. Moi, je connais des gens qui sont là, puis si demain matin, il y avait un référendum, hors de tout doute, ces gens-là signeraient de façon sur le oui, de façon positive pour la souveraineté du Québec. Donc, c'est un parti qui a cette particularité-là. À mon avis, ça peut même être un avantage parce que ça doit donner des beaux échanges animés, mais intéressants dans les caucus parce que justement, tu as une diversité d'opinions. Mais t'as pas peur qu'ils s'entre-déchirent entre eux jusqu'à un certain point? Parce que là, on s'entend, ça va tenir à peu près de tout et de n'importe quoi dans cette histoire. On va se retrouver avec des souverainistes d'un côté, des fédéralistes de l'autre. Là, ça va se crêper le chignon en coulisses et peut-être même sur la place publique. Il y a un risque, mais le risque, à mon avis, est modéré. Je peux me tromper, parce que la situation existe déjà. Puis je pense que les députés, qui sont, les 80 quelques députés qui restent, ont été quand même habitués dans les 7 dernières années à composer avec cette particularité-là. Je pense qu'il y a une certaine discipline qui doit être en place. Maintenant, le chef, M. Legault, ne sera plus là. Est-ce qu'il va y avoir quelqu'un ou quelques personnes qui vont pouvoir remplacer l'autorité du chef qui
jusqu'à aujourd'hui, a quand même bien géré cette particularité-là. En tout cas, personnellement, j'avoue que j'ai hâte de voir parce que, pour ma part, quand je regarde les choses à l'intérieur d'un parti politique qui aspire à retourner au pouvoir, pour la personne qui va être chef, il y a une différence entre compétence, ça c'est une chose, puis il y a la question du leadership. On a pu le voir, entre autres, avec Pablo. Il y a eu des grosses lacunes en termes de leadership. Il aurait pu être compétent, mais le leadership n'était pas là. Donc, ce qu'on va faire, pour les prochains mois, on va sortir le popcorn de ce côté-là et on va surveiller ce qui va se passer tant du côté des libéraux que du côté des caquistes. J'ai bien hâte de voir d'ailleurs, de voir ce qui va se passer également du côté de QS qui est chambranlant. On pourrait s'attendre même à ce qu'aux prochaines élections, ce soit une catastrophe. Mais pour l'instant, on va rester dans l'attente et on va regarder. Pour revenir à M. Legault, fin de règne, il a quand même fait pas mal de trucs. Oui. Et quand on regarde justement au niveau de son bilan, quand tu regardes là justement les grands dossiers autour de la Gaspésie, on va se concentrer sur notre territoire un peu. Note de passage, je te donne 5 éléments, tu me donnes note de passage ou pas. Industrie éolienne, passe pas. Mitigé, parce qu'on a mis de l'avant un énorme contrat pour la construction de nouveaux parcs éoliens, le plus important contrat de l'histoire du Québec. Par contre, où le bas blesse, c'est qu'aucun contenu national québécois ni aucun contenu régional n'est obligé dans les appels d'offres. Donc, ça donne quoi de développer? Bon, ça donne un aspect environnemental intéressant, mais au plan économique, au plan national et régional, s'il n'y a pas de contenu exigé venant du Québec et des régions, je pense qu'on manque des belles opportunités de développer l'économie québécoise et régionale. Puis la Gaspésie, on est directement touché par ça. Pensons à LM Wind Power qui peut-être va être dans une situation où elle ne pourra pas construire de pales pour les futurs parcs québécois. Ce serait scandaleux. La seule usine de pales au Québec et même en Amérique du Nord. Mais encore faut-il que GE Genova soit intéressé à soumissionner sur des contrats. Je crois qu'il est intéressé. Maintenant, est-ce qu'il est en mesure de modifier sa façon de faire? Parce que GE est un producteur de composantes éoliennes pour certaines technologies. Et les technologies qui vont être présentes dans les futurs parcs, est-ce que ça va être les technologies qui font affaire avec les pales de GE? De là la question. Donc, moi, si j'étais à la place de GE, ce que je ne suis pas, je m'organiserais pour diversifier beaucoup ma production, puis avoir une capacité d'innovation et d'adaptation très élevée pour se positionner favorablement sur le marché québécois, qui va être un des grands marchés sur la planète pour les prochaines années. Ce qui est certain, c'est que GE aurait un avantage comparatif par rapport à la production de ces pales en fonction de la proximité du marché. On s'entend là-dessus. Oui, effectivement. Ça, c'est pour l'éolien. Et puis, on peut s'entendre là-dessus. On pourrait en parler en long, en large et en travers. Là, on a entendu par rapport au resserrement, quant à l'immigration, quel impact ça va avoir sur les... Ouais. Bref. Beaucoup de défis. Autre dossier qui vaudrait à peine... Beaucoup de défis pour l'usine de Gaspé. Chemin de fer. C'est Couillard le premier ministre Couillard qui avait annoncé 100 millions au départ pour le chemin de fer. Monsieur Legault a repris la balle par la suite en disant oui, on va livrer le train jusqu'à Gaspé. Et oups, on est resté coincé à Port-Daniel. Ça passe, ça passe pas? Bien, au niveau politique, au niveau de la volonté du premier ministre et du gouvernement de la CAQ par rapport au chemin de fer gaspésien, je pense qu'il y avait une volonté pendant les premières années. Mais cette volonté-là s'est estompée avec l'avenue du déficit majeur et la très mauvaise gestion du dossier du chemin de fer par le ministère des Transports du Québec. C'est scandaleux. Un dossier qui devait coûter au départ moins de 300 millions, qui aujourd'hui est rendu à plus d'1 milliard. Il y a eu inévitablement des ratés dans la gestion de ce projet-là, puis un projet qui est sous la l'égide du ministère des Transports du Québec. Là, j'ai l'impression qu'il y a plusieurs dossiers là, justement où on pourrait parler scandaleux, mais ça, c'est une autre histoire, n'est-ce pas? On n'aura pas nommé la SACLIC ou ce genre de choses, c'est pas grave. Les gens le savent. Sinon, autre dossier qui a retenu notre attention par rapport à la Gaspésie sous le gouvernement Legault, ça a été l'Espace Bleu, la fameuse Villa Frédéric James. On a quand même claqué 25 millions là-dedans. C'est pas l'épinote. Hein? Oui, bon... Pour percer, pour Rocher-Percé, pour la Gaspésie, c'était un plus d'avoir un bâtiment de cette qualité-là. Maintenant, est-ce qu'on avait besoin d'un budget de 25 millions et plus, 27, 28 millions même, pour réaliser ces travaux-là? Moi, j'en doute fort.
Puis encore là, ça nous ramène à une certaine incapacité, une certaine incompétence de l'appareil gouvernemental à gérer les projets majeurs d'immobilisation de plus en plus à tous les niveaux, au sein de plusieurs ministères. On en parlait tantôt de Transport Québec. Bien, malheureusement, au niveau du ministère des Affaires culturelles, l'espace bleu de Percé, oui, c'est un gain pour la région, mais quand on regarde le coût, j'ai eu l'occasion de travailler dans ce dossier-là dans ces premières années, avant que le concept d'espace bleu arrive, avant que le ministère de la Culture prenne possession de ce bâtiment-là. Et on parlait d'un budget de moins de 6 millions pour faire à peu près les travaux qu'on a réalisés. Comment on a fait pour quintupler la facture? Le gouvernement est bon là-dedans. Il y a des questions sérieuses à se poser. Transport aérien, on n'en entend plus parler à ce stade-ci. Est-ce que c'est parce que c'est un bon coup? Ça va mieux, il faut être honnête, ça va mieux. Est-ce que tout est réglé? La réponse, c'est non. Mais il reste quand même que, bon, le programme a été amélioré. Le fameux programme des billets à 500 $ a été mis en place. Il y a eu plusieurs ratés. Des sièges qui étaient absents ou manquants. Des vols, parce que c'était une farce, là, des vols annulés. C'était pratiquement 1 sur 3. Donc, c'était difficile, le lancement de ce projet-là, de ce programme-là, mais il y a une certaine amélioration. On le voit, l'arrivée de PAL, Provincial Airlines, compagnie des maritimes, a aidé aussi. Et moi, ce que j'entends, c'est que les utilisateurs, un certain nombre sont satisfaits, mais on aimerait bien que le coût du billet soit encore inférieur. Mais à 500 $, si on se compare aux années où Air Canada avait le monopole, puis on était à 1500, 1800 $ du billet. J'ai vu un patient venir me voir quand j'étais député, puis il me disait que son billet, il avait coûté 1800 pour se rendre à Québec pour une intervention chirurgicale au niveau cardiovasculaire. C'était scandaleux. Donc, on peut quand même dire qu'il y a eu une certaine avancée, mais je pense qu'il faut continuer à essayer d'améliorer le service, grossir les appareils, améliorer la fréquence, parce que, selon moi, le transport aérien, c'est inévitable, c'est un incontournable en 2026. Là. Le temps est important. C'est ça. Et dernier dossier, et celui-là a retenu beaucoup d'attention et est loin, mais loin d'être réglé. On parle du dossier Caribou en Haute-Gaspésie. C'est pas compliqué. En 2018, on comptait 75 caribous. Au dernier décompte, on en comptait 36, dont 22 en captivité. Là, c'est pas compliqué. La Haute-Gaspésie est, entre guillemets, pratiquement tenue en otage par le dossier Caribou. Au niveau de la foresterie, c'est une catastrophe. Au niveau du récréotourisme, même là, c'est compliqué. Il y a beaucoup d'insatisfaction. Puis là, on voit vraiment deux clans. Et le gouvernement a laissé traîner ça. Tu m'excuseras, mais si on parle de régénérer l'habitat du caribou montagnard en Gaspésie, le lichen, là, ça pousse pas vite avant qu'on réussisse à avoir un habitat adéquat pour la survie du caribou. Il n'y aura plus personne en Haute-Gaspésie. C'est un dossier qui a été très mal géré, à mon avis. Un dossier extrêmement important. Moi, je pense qu'il n'y a pas personne en Gaspésie ni au Québec qui veut voir le caribou montagnard disparaître. Là-dessus, il y a un consensus assez fort. Maintenant, une fois qu'on a dit ça, c'est dans les modalités, c'est dans le comment. Et où je pense que le gouvernement de la CAQ a manqué son coup, ça a été de faire preuve de beaucoup d'improvisation et de ne pas impliquer le milieu dès le départ. On avait une crainte, rappelons-nous le contexte. Stephen Guilbeault, à l'environnement, au fédéral, menaçait d'imposer des normes si Québec ne bougeait pas. Québec, la dernière journée de l'échéancier fixé par le ministre de l'Environnement du fédéral, a déposé des normes qui étaient carrément improvisées. Donc, j'ai eu l'occasion de travailler avec la MRC de la Haute-Gaspésie dans ce dossier-là un peu, et on a bien vu que ces normes-là, c'était du n'importe quoi. On a voulu satisfaire le ministre Guilbeault en lui déposant quelque chose qui était complètement incomplet, inapproprié, improvisé, puis bon, ça a donné les résultats que ça a donné. On a vu un déchirement dans la communauté de la Haute-Gaspésie, même au-delà de la Haute-Gaspésie, je dirais de la Gaspésie, et même d'une partie du Québec à la limite, parce que c'est un enjeu national, et même international à certains niveaux. Donc,
On a laissé la Haute-Gaspésie, les intervenants, à eux-mêmes, avec un enjeu majeur. Et finalement, ça a fait en sorte que le milieu s'est divisé. Puis, je pense que ça va laisser des cicatrices pendant longtemps. Maintenant, souhaitons qu'il y ait un nouveau ministre de l'Environnement qui est en place. M. Guilbeault n'est plus là. On a un nouveau ministre de l'Environnement. Souhaitons que les deux ministres concernés puissent se parler, trouver un terrain d'entente, puis cesser de mettre en otage la population dans un dossier qui est complètement merdique, qui est extrêmement complexe. Puis la solution n'est pas en région. La région a besoin d'aide, a besoin de soutien. On a besoin des chercheurs dans ce dossier-là. On a besoin, oui, des regroupements environnementaux, mais on a besoin aussi des gens qui vont s'occuper de l'économie, du développement local, de la région. La MRC de la Haute-Gaspésie a tenté de diversifier son économie dans les 20 dernières années. On a perdu beaucoup au niveau minier, on a perdu beaucoup au niveau forestier. Au niveau touriste, on a réussi à diversifier, à développer beaucoup le tourisme hivernal, mais en bonne partie dans le parc de la Gaspésie et les alentours. Donc, 20 ans d'efforts pour diversifier notre économie et du jour au lendemain, on se rend compte que tous ces efforts-là, peut-être qu'on va devoir y renoncer à ces investissements-là, ces infrastructures-là, parce que ça peut possiblement avoir un impact négatif sur le caribou. Donc, une communauté qui a besoin du soutien des deux instances gouvernementales, puis il faut arrêter, je pense, de la tenir en otage. Fait que là, on dira que la moyenne au bâton n'était pas si forte que ça. Ce dossier-là, à mon avis, ça a été très mal géré par la CAQ. D'accord. On va clore pour le dossier de M. Legault à court terme. De toute façon, on va très certainement reparler de la course à la chefferie de la CAQ au courant des prochains. Là, c'est pas compliqué. Là, on devrait avoir une meilleure idée d'ici la mi-avril de ce qui va se passer. L'autre sujet qui retient notre attention et qui est arrivé vraiment comme un coup de maillotche, c'est le redécoupage de la carte électorale. Ça nous pendait au-dessus de la tête depuis un certain temps. C'est pas compliqué. Il me semble que ça fait depuis au moins 2 élections que on savait qu'il y avait un redécoupage qui s'en venait. Il y a des raisons à ça, à savoir pourquoi. D'ailleurs, j'avais trouvé la petite mise en situation. C'est la loi prévoit une révision de la carte électorale après 2 élections générales, puisque les mouvements de population créent des inégalités de représentation. Le Québec doit être divisé en 125 circonscriptions d'environ 51 000 électeurs. Plus ou moins 25%. À peu près, ouais, dans ces eaux-là. C'est pas compliqué. La Gaspésie, c'est à peu près 92 000 personnes. Quand bien même on divise ça, là, on avait 3 circonscriptions. Là, on se retrouve à 2. Quand bien même avec 2, on est en deçà de 51 000 électeurs. La réalité, puis je sais que je ne vais pas me faire aimer ici, c'est que le DGEQ, la loi en tant que telle, est supposée être aveugle. C'est-à-dire qu'un vote, un citoyen, un vote, that's it, that's all. Ce qui veut dire que quand on est rendu en deçà d'un certain seuil, à ce moment-là, il y a des regroupements de circonscriptions qui se font. Là, on s'entend. La problématique, c'est qu'on se retrouverait avec 2 députés en tout et partout. Et ça fait une baisse par rapport à la représentativité de la Gaspésie ou à l'Assemblée nationale. C'est ça le problème? Oui, c'est qu'on aurait, dans le fond, le comté de Gaspé et le comté de Bonaventure est fusionné dans un seul comté. Et le comté de Matane-Matapédia vient chercher la MRC de la Haute-Gaspésie. Donc, on revient un peu dans les premières années là, avec Gaspé-Nord, Gaspé-Sud. À peu près. Quand je suis arrivé en politique en 2012, on venait de vivre une réforme qui avait déjà enlevé un député à la Gaspésie. Donc là, on enlève un autre. Donc, on peut dire que depuis 2012, depuis 12 ans, depuis 14 ans, on a perdu 50 % de notre députation. C'est énorme. 2 députés au lieu de 4 qui étaient présents jusqu'en 2012. Donc, c'est énorme. Et comme tu l'as dit, là, la loi est basée strictement sur des critères mathématiques bêtes et méchants. Et cette loi-là est complètement inadaptée et complètement... Mais en même temps, tu sais, c'est comme... Là, je regardais un petit peu c'est fou ce qu'on trouve sur Internet, mais j'ai été faire un tour justement sur le site d'Élections Québec. Puis là, je regardais la taille des comtés. Là. Quand tu regardes Rouyn-Noranda, Témiscamingue, Pontiac, Gatineau, Labelle, La Violette, Saint-Maurice, Roberval, Lac-Saint-Jean, René-Lévesque, Duplessis et bien d'autres, qui sont des comtés qui sont absolument gigantesques, qui sont encore plus grands que la Gaspésie au complet. Ils ont un seul député malgré tout. Là. Est-ce qu'on peut avoir... Comment est-ce qu'on fait pour...
quel genre de système électoral faudrait-il pour avoir une représentation qui réussisse à concilier la répartition géographique versus la répartition démographique? C'est un casse-tête si on veut être égaux. Oui, mais il faut faire attention. La superficie ne veut pas dire, n'a pas nécessairement un impact significatif tant que ça. C'est la portion du territoire occupé. C'est l'occupation du territoire qui détermine en bonne partie, à mon avis, le travail du député. Parce que si tu as un immense territoire, mais il y en a 50 qui est d'un couvert forestier, puis il n'y a pas de communauté, le député n'a pas grand-chose à faire là-dedans, à part s'occuper des allocations forestières. Donc, c'est un peu ce qui se passe en Abitibi, c'est un peu ce qui se passe dans le Nord et autres. Exactement. Donc, puis de toute façon, ce sont les prochains. Hein. Si on regarde la tendance, c'est les prochaines circonscriptions qui vont être coupées, c'est dans les comtés que tu as mentionnés. Donc, il y a un problème au niveau global, au niveau québécois, par rapport à l'ensemble des régions. Ce qui est particulier, c'est que le nouveau comté de Bonaventure-Gaspé va avoir environ 500 km linéaires. Occupés, habités par des communautés. Donc, ça veut dire énormément de déplacements, autant pour la population pour rejoindre leur député que pour le député rejoindre sa population. Ça veut dire des enjeux énormes, très différents. Ça aussi, c'est important. Puis, c'est sûr que je ne suis peut-être pas objectif parce que j'ai fait le travail de député. Je trouvais que la circonscription était quand même relativement étendue à 320 km linéaires. Là, on va la doubler. J'ai de la misère à concevoir comment un député va pouvoir organiser efficacement son travail avec ses équipes pour que la population ne soit pas perdante. Puis je fais un parallèle. Oui, on peut dire, bon, les régions, c'est grand géographiquement, mais il n'y a pas de monde. Mais moi, je peux dire qu'à l'inverse, est-ce que les régions métropolitaines, par exemple, ou dans quelques coins de rue, tu changes de député, est-ce qu'il n'y en a pas un ou une de trop là-dedans? Là? Moi, j'ai déjà eu une discussion avec une députée de l'île de Montréal, que je vais taire son nom par respect, puis c'est une amie, puis quelqu'un que j'estime au plus haut point. Puis je lui ai dit, souvent, on avait ces discussions-là, le rôle d'un député dans une circonscription montréalaise versus en région. Puis je lui ai dit, je vais te donner 2 minutes pour répondre à ma question. Prépare-toi. Ma question, c'était, comme député, c'est quoi tes 3 enjeux absolument prioritaires que tu souhaites régler pendant ton mandat? T'es prête? Vas-y. J'ai calculé mon temps. Elle m'a sorti 2 dossiers sur 3. Dans l'espace de quelques minutes, elle n'a pas été capable d'identifier la personne plus que 2 dossiers. Bien, moi, dans 2 minutes, là, j'aurais pu y sortir là, 15. Le transport, la santé, l'éducation, la démographie, l'érosion du littoral, puis on pourrait continuer. Tu sais. Donc, c'est pas le même enjeu. Quand tu es député dans une circonscription, par exemple, de Montréal, tu as un maire à t'occuper, c'est la mairesse de Montréal. Puis la mairesse de Montréal, tu t'en occupes pas parce qu'elle te parle rarement, parce qu'elle a un canal direct avec le bureau du premier ministre. Pour le député ou sur l'île de Montréal. Moi, quand j'étais député, j'avais 26 occupés. J'avais 3 préfets. J'avais 3 aéroports à m'occuper. J'avais le dossier du chemin de fer, qui est quand même un dossier majeur. On avait les dossiers 4 hôpitaux sur le territoire, dont 2 qui étaient menacés de fermeture à l'époque. Tous les services d'hémodialyse qu'on n'avait pas en région. Quand tu es député dans une circonscription